le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Maître Damien Viguier, avocat au barreau de l'Ain et de Genève, docteur en droit privé et sciences criminelles, chargé d'enseignement à l'université. En visite en Syrie, bienvenue Maître Damien. Merci. D'abord, je sais bien que vous vous intéressez beaucoup à la Syrie. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser tellement à la Syrie, à la cause syrienne, disons, en tant que juriste? Est-ce c'est c'est-à-dire depuis cette guerre contre la Syrie ou alors avant? Alors, avant, je m'intéressais surtout au droit pénal et au droit international et à l'évolution de la situation politique, disons, dans le monde. Et c'est des recherches que j'ai faites notamment en droit, avec la question du droit de la guerre, l'organisation, les notions comme le terrorisme. C'est cet intérêt pour ce compartiment du droit qui m'a conduit à tout de suite m'intéresser à ce qui était en train de se passer en Syrie, étant donné qu'il faut rappeler que les événements de Syrie se sont produits très peu de temps après les événements de Libye. Donc il n'y avait plus d'effet de surprise. On était vraiment déjà préparé. Et d'ailleurs, je pense, ça a été également le cas pour la communauté internationale. Les gens ont compris qu'on était en train d'appliquer un scénario qui était vraiment, cette fois, beaucoup trop lisible. Étant donné qu'on avait eu déjà des alertes sur la façon dont ce soi-disant ordre mondial allait s'imposer à tous avec les événements d'Irak. Hein. Et puis on peut même parler des événements d'Afghanistan aussi. Oui, depuis 2003, depuis... C'est ça. Voilà. L'Irak a été peut-être le départ pour vous et comme ça vous êtes amené à vous intéresser à la Syrie et maintenant en plus de profondeur après ces événements, c'est ça? C'est-à-dire que j'ai été contacté, étant donné que comme avocat j'avais déjà eu à m'occuper de questions, disons, politiques, j'ai été contacté par des Syriens, en France. Et ça a conduit à une visite ici à Damas il y a 2 ans. Et ça a donné lieu à des contacts et à des actions judiciaires et à des réflexions, à des communications, à des écrits. Visite que j'ai renouvelée l'an dernier. Et puis je reviens cette année pour la conférence qui a eu lieu ce matin, qui est donc la 2e conférence, qui est un moyen de rencontre entre juristes occidentaux et juristes orientaux, disons. Voilà. Pour des actions judiciaires, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été ici en Syrie, vous avez eu des contacts par des Syriens. C'était sur quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils voulaient par exemple, vous faire charger c'est-à-dire de vous donner votre dossier, leur dossier, pardon, ou alors c'était pourquoi? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est des gens qui sont victimes des événements, qui ont perdu leur père, leur sœur, leurs cousines, leurs enfants. Oui, des gens qui ont vu les membres de leur famille massacrés, enlevés, réduits parfois en esclavage. Vraiment des situations dramatiques. Et ces gens sont toujours dans l'incompréhension vis-à-vis de l'attitude des Occidentaux. Et une chose a beaucoup marqué, ça a été l'implication, mais comme encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'implication en particulier du ministre des Affaires étrangères française, Laurent Fabius. Donc, moi, ces plaintes, ces victimes civiles, ces Syriens qui cherchaient surtout à exprimer cette plainte, savoir où l'adresser, à qui et comment l'adresser, ça a amené à différentes réflexions de procédure. Et le plus immédiat, ça a été de saisir la Cour de justice de la République en France. Mais les choses sont quand même bien faites. Et quand on attaque un ministre, il y a des commissions qui peuvent rejeter le dossier sans argument. Donc c'est comme ça qu'un ministre est protégé.
Donc là, la plainte n'a pas abouti. Et donc, on a relancé, avec le collectif d'avocats avec lequel je travaille, nous avons relancé une procédure d'une manière plus subtile, disons, en demandant à l'État français de réparer les fautes commises par son agent, Laurent Fabius. Puisque lui, ces fautes ont consisté pour lui à faire de la provocation. Vous savez, quand un ministre sur la scène internationale dit que le Front Al-Nosra fait du bon boulot et que suite à ces déclarations-là, il y a des crimes de commis, ça s'appelle de la provocation et c'est un cas de complicité. Hein, et c'est pas quelque chose de tiré par les cheveux, comme on dit, comme raisonnement. Quand on voit que pour d'autres causes, des gens en France sont très facilement condamnés pour apologie de terrorisme. Mais Laurent Fabius, lui, n'a pas été condamné, il a été plutôt protégé. Et la décision des tribunaux, là, toute récente, qui est tombée la semaine dernière, c'était la Cour administrative d'appel de Paris, qui a repris les arguments d'un tribunal de première instance, c'est de dire que les activités de Laurent Fabius relèvent tout simplement de la politique étrangère de la France, et comme tel, un tribunal n'a pas à en juger. C'est donc une déclaration officielle des juridictions françaises, comme quoi dire que le Front Al-Nosra fait du bon boulot, c'est la politique de la France. C'est la promotion du terrorisme. C'est sans être assumé comme tel, puisque pour un même phénomène, vous savez, il est très facile de parler de terrorisme et de rebelles modérés. Voilà. Donc le Front Al-Nosra est considéré par la France comme une organisation de rebelles modérés. Donc je pense que l'essentiel porte sur la modération. Voilà qu'est-ce qu'on entend par modération. Voilà. Et là, on sait bien que la Syrie est un État libre, souverain. D'abord, quel est le droit des États souverains dans la défense, dans l'autodéfense, dans la défense, leur défense contre les agressions, le terrorisme, la criminalité, dans le droit international? Alors, le problème, c'est que le droit international, actuellement, il est composé de deux couches. Vous avez la couche la plus ancienne, qui est la couche la plus solide, qui a été construite sur des dizaines et des dizaines de siècles, qui remonte à l'Antiquité grecque et même moyen-orientale. Et puis vous avez une strate plus récente qui a commencé à s'instaurer tout doucement et qui s'est vraiment déposée il y a 70 ans à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est à cette époque que remonte en fait ce qu'on entend par nouvel ordre mondial. Bon. Si on regarde la strate la plus profonde, c'est-à-dire le droit international dans sa rigueur et dans sa justice, l'État souverain est confronté à deux types d'agressions. Soit c'est une agression extérieure, mais alors, pour qu'elle soit considérée comme une agression extérieure, il faut qu'elle émane d'un autre État souverain. Et on a donc ce qu'on appelle une guerre d'État souverain à État souverain qui ne concerne pas les civils. C'est-à-dire les populations civiles de part et d'autre ne doivent pas se mêler de la guerre et ne sont normalement pas concernées par la guerre. Les hostilités ne concernent que les belligérants au sens strict, c'est-à-dire les militaires en uniforme. C'est ça le schéma classique. Et lorsque l'agression est interne, ça veut dire qu'elle est le fait de civils contre une armée ou contre un gouvernement, contre une police ou contre d'autres civils. À ce moment-là, on parle tout simplement de criminels, de crimes de droit commun, et c'est une mission de police pour l'État souverain d'établir la paix à l'intérieur de son territoire. Bon. Ce schéma, il est extrêmement clair, il est simple, et c'est celui sur lequel se fonde d'ailleurs l'État syrien depuis le début, et c'est celui que veut défendre la Russie, que Vladimir Poutine promeut. Le problème, c'est qu'on a
cette seconde strate qui, elle, vise à tout subvertir et qui date, je vous l'ai dit, de la Seconde Guerre mondiale et de l'époque de Nuremberg. C'est-à-dire que on décide qu'il y a deux types d'États. On peut pas vraiment parler on peut plus vraiment parler d'État, mais vous avez des instances, des institutions internationales qui vont décider que tel État doit s'effacer devant tel autre État. Et alors, cet État qui est désigné comme étant, par exemple, une dictature, lorsqu'il est sa population, d'ailleurs souvent la population de cet État, elle fait l'objet des hostilités, ça se manifeste. Prenons des exemples simples, vous avez des embargos, des blocus, mais ça peut aller très loin. Il faut penser toujours à Hiroshima. Oui. Bon, Hiroshima, c'est une guerre qui est très révélatrice, où vous avez les États-Unis d'Amérique qui, pour gagner ou pour menacer, enfin pour mener cette guerre, pour la conduire, rasent des villes entières. Donc s'attaquent directement aux civils. Et les civils, dans ce type de guerre-là, sont pris en otage. C'est-à-dire que pour l'agresseur international, le civil qui ne se révolte pas contre son gouvernement, il est lui-même censé considéré comme un coupable. Et le gouvernement qui se défend contre les criminels, au lieu d'être légitime dans sa mission de police, il est accusé très, très directement dans ce système-là de crime contre l'humanité. C'est un cercle absolument infernal qui crée ce chaos réel qui est partie prenante d'un chaos qui est d'abord un chaos juridique. Il y a un ordre international et une guerre dans les règles n'est concevable que si de part et d'autre vous avez des États qui font preuve d'un minimum de bonne volonté. Mais avec ces 70 dernières années, avec des entités comme Israël ou les États-Unis d'Amérique, vous avez véritablement des puissances qui ont la volonté de brouiller les cartes. Hein? C'est quelque chose qui est difficile à concevoir parce que c'est un mécanisme d'inversion accusatoire, de perversion, de cynisme systématique. On en a des exemples vraiment tout récents. Encore aujourd'hui, quand vous avez par exemple des avions russes qui vont bombarder les positions de Daesh, sur la scène internationale, on va les accuser d'avoir agressé plutôt des civils et de ne pas avoir... vous voyez, enfin, c'est une guerre qui est d'ailleurs... C'est une guerre qui est avant tout médiatique. Oui. Voilà. Oui. Et encore une fois, quand on veut semer le trouble chez l'ennemi, on y déclenche des opérations terroristes que l'on appelle Enfin, la Syrie, c'est très bien ça, puisque c'est ce qui est arrivé en Syrie. C'est ce qui arrive. La population est agressée par des terroristes qui sont téléguidés de l'étranger, mais on appelle ça une rébellion. Oui. De façon à pouvoir accuser le gouvernement et déclencher un cycle infernal, quoi. Oui. Vous avez parlé des terroristes, disons, enfin, dans un État souverain, ou quand il y a quelqu'un qui vient attaquer cet État, ou alors qui entre dedans, qui fait la guerre d'une manière ou d'une autre, de toutes les manières qu'on a vues et dont vous avez parlé, il y a les mercenaires qui viennent de toutes parts. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi les mercenaires pour Jusqu'à maintenant, il me semble que personne ne... Enfin, il y a des gens qui ne connaissent pas bien ce que c'est un mercenaire. Un mercenaire, ça peut désigner deux choses. Hein. Oui, et pourquoi avoir recours aux mercenaires? Alors, le mercenariat, ça peut désigner deux choses. Oui. Vous avez, je vous parlais de cette grande époque classique où la guerre épargnait des civils. Dans ce système-là, vous avez des armées qui peuvent être en grande partie composées de ce qu'on appelait des gens de guerre. C'est-à-dire des gens qui sont payés pour faire la guerre. Oui, et qui la font, qui sont des mercenaires, et qui la font pour une armée, pour l'armée d'un État. Mais encore une fois, ce sont des militaires de métier qui ne font la guerre qu'à d'autres militaires de métier. Bon. Avec le phénomène dont vous parlez,
c'est un petit peu différent parce que vous pouvez avoir un mélange d'attrait pour simplement l'argent. Donc des gens qui, pour gagner de l'argent, sont prêts à commettre toutes les horreurs contre des civils, donc dans un pays comme la Syrie. Cela peut être mélangé avec le désespoir qu'ils éprouvent dans leur pays, par exemple. Prenons l'exemple de gens qui viennent de France. Pour beaucoup de jeunes Français, l'avenir est noir. C'est assez désespérant. Et surtout s'ils ont un fond, disons, au moins familial, de croyances religieuses, la société française leur impose de force un système social qui peut être effrayant. Par exemple, vous avez le système du mariage homosexuel. Hein. C'est-à-dire qu'en France, il faut admettre que 2 hommes peuvent se marier et avoir même des enfants. Bon. Alors, ça peut provoquer des réactions. Avoir des enfants. Oui, c'est en route. Hein. Ces enfants sont en route. C'est pas, ça va arriver. Ça va arriver. Et pour des gens qui ont comme ça un fond de rigueur morale, disons, c'est quelque chose de désespérant. Et quand par ailleurs on leur fait croire qu'en Syrie, les musulmans sont agressés par une armée, et qu'on leur promet non seulement qu'ils pourront avoir 2 ou 3 femmes, mais qu'ils auront en plus de l'argent, ça mélangé avec de la drogue et des armes et la possibilité de faire ce qu'ils veulent, là on est dans un phénomène de mercenaires où toutes les choses s'en mêlent. Il y a l'argent, il y a la drogue, il y a l'idéologie, il y a le désespoir. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Enfin. Les mercenaires qui viennent, voilà, c'est ça. Oui. Il y a une accusation aussi contre Pardon. lui. Oui. Pour reprendre, Oui. je n'ai encore jamais rencontré de ces mercenaires ici, en Syrie, et je n'en ai pas encore rencontré en France qui reviennent. Mais dans mon activité d'avocat, j'ai été amené à avoir beaucoup de clients en prison, des gens qui sont en prison et que je rencontre. Et à cette occasion, beaucoup qui sont des délinquants, qui parfois n'ont connu que la prison, quasiment. Et depuis l'âge de 11 ans, ils étaient dans des centres pour jeunes en difficulté. Les parents, le père est mort, la mère est dépassée, et ils sont dans des situations de misère sociale. Ils sont battus, ils sont agressés, ils se droguent, ils commettent des infractions. Oui, ils ont connu quasiment que la prison. Et le monde carcéral et le monde des voyous, quoi. Bon. Et ces gens-là, beaucoup de ces gens-là m'ont dit qu'ils allaient partir. Et c'est en Syrie. Qu'ils allaient venir en Syrie, oui. Ils vous ont dit ça? Oui, plusieurs fois, des clients dans des entretiens me l'ont dit. Explique pourquoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est par une sorte de rage et de désespoir. Enfin, c'est des gens qui, de toute façon, ont l'habitude de risquer leur vie. Ils peuvent mourir d'overdose demain. Et il y a un mélange de recherche d'une porte de sortie. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous disent ça? Quand quelqu'un me dit ça dans un entretien et que c'est un client, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est-à-dire je ne peux pas rentrer dans des grandes discussions avec lui. J'écoute ce qu'il me dit et puis j'essaie peut-être de lui indiquer qu'il faut qu'il fasse attention à ce que raconte la télévision occidentale et que il y a peut-être une situation, il est peut-être en train de faire le jeu de certaines grandes puissances étrangères qui agressent la Syrie. Je ne peux pas faire mieux. Je ne sais pas s'il ne comprend pas, peut-être qu'il comprend. Après, chacun, les destins, le mien et le leur, chacun reprend sa route et puis je ne les revois plus. Oui, et les autorités françaises ne sont pas au courant de ces si, bien sûr. Qui se préparent pour venir en Syrie. Bien évidemment, bien évidemment. Mais jusqu'en 2013-2014, les autorités françaises, les médias français n'en parlaient pas. Par contre, les médias français faisaient beaucoup de battage pour faire croire aux gens que Bachar el-Assad massacrait son peuple, comme il dit. Et ça, il continue de le faire. On a commencé à parler un petit peu
des gens qui partent et on nous a... De temps en temps, on arrête deux jeunes garçons de 14 et 15 ans à Istanbul. Bon, moi je crois pas qu'on arrête les gens. En fait, je pense, vous le savez, Oui. les gens continuent de venir se battre et les autorités françaises ne les arrêtent pas. Et ça c'est grave, parce qu'ils connaissent bien ce qui se passe, et en plus, je sais pas, peut-être les autorités françaises ont les mêmes convictions que ces jeunes, alors ces mercenaires, disons. Non, je ne crois pas que les autorités françaises aient les mêmes convictions que ces jeunes. Il y a un grave problème, il faut comprendre qu'il y a un grave problème en France et en Europe plus largement. Il ne faut pas oublier que l'Europe a perdu la guerre en réalité. En 1944-45, peut-être que l'Allemagne de Hitler a perdu, mais avec elle, en réalité, c'est toute l'Europe qui a perdu. C'est-à-dire que les Américains ont gagné, en tout cas pour l'Europe de l'Ouest. Bon. Et depuis, l'Europe subit également une guerre. Une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre économique, c'est une guerre culturelle très très intensive. C'est une guerre qui vise à démolir, à détruire tout doucement toutes les institutions, les entreprises, enfin la famille, tout est atteint par c'est une culture, c'est une sous-culture qui s'impose aux populations européennes et en particulier à la population française, qui représente pour l'agresseur américain quand même sans doute une menace. On a l'impression que la France est particulièrement l'objet de cette agression parce qu'elle fait peur. Encore. Mais si la France, enfin les pays... Excusez-moi, oui. Je peux vous donner un exemple très concret. Oui. Vous avez des entrepreneurs qui fondent donc une société. Bon, ils fondent une entreprise avec des amis, c'est une entreprise qui marche bien, qui a beaucoup de salariés, qui fait du bon travail dans une petite région en France. Bien. Vous avez ce qu'on appelle les fonds de pension, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent et qui au moment du départ à la retraite du fondateur de l'entreprise, ça c'est arrivé des centaines de fois en France, ils achètent l'entreprise. Et une fois qu'ils ont acheté l'entreprise au prix très fort, à un prix que celui qui va partir à la retraite ne peut pas refuser. Ensuite, une fois qu'ils ont acheté ça, ils vont exploiter dans une logique à très court terme au maximum l'entreprise qu'ils viennent d'acheter. C'est-à-dire leur but, c'est de tirer un maximum de profit, mais au prix de la mort de cette entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a pu mettre 50 ans à se construire, en 10 ans, elle va être détruite. Voilà. Ça peut prendre la forme, parfois, aussi de délocalisation. C'est-à-dire que ce qui faisait travailler des ouvriers français va, pour un coût bien plus bas, mais pour une qualité moindre, être construit au Vietnam ou ailleurs. Vous voyez ? Et c'est comme ça que, petit à petit, la France est dans une lente destruction de son tissu industriel. Vous voyez, je vous donne là un exemple, mais c'est un exemple vraiment très concret de la manière dont cette guerre se mène en France. C'est comme si vous dites que la France se détruit elle-même, c'est-à-dire elle est à cause de sa propre destruction. Non, alors elle ne s'auto-détruit pas, parce que je vous ai expliqué, ce fonds de pension, il n'est pas français. Il est anglais, américain, international. Il n'est pas français. Et les autorités qui donnent les directives en haut lieu ne pensent visiblement pas à l'intérêt de la France. Enfin, il y a une personnalité à laquelle on pense beaucoup en ce moment, en France, de plus en plus, c'est à De Gaulle. Charles de Gaulle. Sa vie apparaît comme étant celle de celui qui le dernier a tenu, mais a tenu au milieu des décombres. Parce qu'en réalité, même lui présent, c'était déjà perdu. Enfin. Il y a aussi une accusation contre la France
qui dit que la France a été coupable d'interdire les élections en Syrie, l'élection présidentielle. Oui, ça c'est une petite mesquinerie parmi d'autres. Hein, parmi toutes les accusations au plan international, le sabordage des tentatives de négociation, enfin, en l'espace de 5 ans, il y a des dizaines d'exemples. Mais celui-là, oui, était particulièrement mesquin et bas. Je l'ai étudié de près, puisque j'ai été contacté par des Syriens qui habitaient Paris, qui habitaient en France et qui voulaient voter. Bon. Oui. Le ministère des Affaires étrangères, donc encore une fois avec à sa tête Laurent Fabius, avait tiré argument d'un texte qui régit les relations consulaires. Bon. Moi j'ai regardé ce texte et il est apparu, en regardant les arguments, que rien ne permettait à un État d'interdire la tenue d'élections au sein des consulats. Donc cette décision, juridiquement, n'avait pas de base. Bien. Alors, puisque le terrain sur lequel la France se plaçait était juridique, je me suis dit, lorsqu'il y a un terrain juridique, il faut qu'il y ait un arbitre, un juge qui puisse trancher, qui puisse dire si le droit est bien respecté. C'est donc les tribunaux administratifs. J'ai porté l'affaire devant le juge administratif, le Conseil d'État, qui lui a répondu que, en réalité, ce n'était pas un problème juridique, donc il n'a pas voulu s'en occuper, c'est un problème politique, et encore une fois, les problèmes politiques ne regardent pas les juridictions. Voilà. On a au moins eu l'aveu de la part de la France qu'il ne s'agissait pas d'une opération qui était de bon droit, mais qu'il s'agissait d'un acte de violence, en fait, hein, et pour le coup de violence internationale. Parlons un peu des médias en Occident et à quel point ce peuple occidental est sous la pression ou le poids de ces mensonges médiatiques ou alors je sais pas, ces désinformations. C'est à un point que je pense qu'en Syrie, vous avez du mal à imaginer. On appelle ça, c'est un matraquage. C'est-à-dire, quelle que soit la radio que vous allumez, qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit soi-disant indépendante, que vous l'allumiez le matin, à midi ou le soir, on va vous distiller des messages même le moindre point. Vous pouvez avoir, par exemple, une grande émission contre Daesh. Mais dans le cours de cette grande émission contre Daesh, on va dévier lentement pour en faire une émission contre le fameux État syrien, comme on dit, régime de Bachar el-Assad. Bon. Et tout est comme ça. Tout est comme ça, constamment. Il faut considérer les médias français comme une armée. C'est une armée. Voilà. Ils ne font pas œuvre intellectuelle, ils ne font pas œuvre de découverte, ils ne font pas œuvre d'information. C'est une armée. Pourquoi ? Parce que cette guerre, la guerre que mènent ces puissances, elle vise les populations et elle utilise les populations. Donc le média, c'est l'arme la plus importante de ce genre de choses. Qu'est-ce qui dirige cette armée ? En réalité, c'est-à-dire, on va pas voir ceux qui sont dans la vitrine comme ça en face, mais il faut voir. Écoutez, là il y a plusieurs théories. Quand on commence à poser cette question, en général, les médias ont une arme de protection qui est de crier au complotisme. C'est-à-dire, si vous posez cette question, ça veut dire que vous ne croyez pas que nous sommes la vérité, que nous sommes sincères et que nous faisons tout ça pour le bien. Vous ne nous croyez plus, donc vous croyez au complot. Vous croyez que nous mentons, donc vous croyez au complot. C'est un petit peu la façon dont le dialogue s'établit entre ceux qui posent cette question et, disons, le système médiatique. D'autres pensent que plus personne ne dirige rien, que c'est une course qui nous mène vers toujours plus de catastrophes. Une course qui vient d'où ?
qui peut, enfin, qui remonte à loin, mais si vous voulez, les États, les administrations sont de monstrueuses bureaucraties, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas de façon simple, qui sont toutes constituées de conflits, de rouages, d'intérêts divers et variés, et tout ça fait que plus personne ne semble manipuler quoi que ce soit. Les choses vont, et puis ensuite les uns ou les autres saisissent l'occasion, l'intérêt. Mais il y a plusieurs théories sur cette question, et d'autres pensent que, par exemple, les fameux attentats de Charlie Hebdo, certains pensent que c'était une occasion qui a été saisie, ça, indéniablement, et d'autres supposent qu'en réalité, c'est carrément un coup monté exprès, pour manipuler l'opinion. Le tout étant de conserver la maîtrise de l'opinion. C'est ça l'enjeu de la bataille, un peu. Voilà. Parlons un peu du droit, c'est-à-dire le droit de l'individu, des États, je sais pas, c'est un peu lourd et compliqué d'expliquer ça, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de vous qui êtes avocat, c'est quoi le droit? C'est-à-dire un pays qui a le droit de faire tel et tel, un autre pays qui vient se mêler de ce pays, c'est-à-dire les relations internationales et le droit international. Une partie de mes efforts, en tout cas en France, vont dans cette direction, qui est d'expliquer aux non-juristes, à ceux qui n'ont pas fait de droit, et parfois même aux juristes, qu'il y a pour le coup manipulation et usurpation. Le droit, je peux quand même me vanter au moins de ça, si je dois me vanter d'une seule chose, c'est de ça, de bien connaître le droit, et de l'avoir étudié longuement, avec attention. J'ai commencé à parler, comme je le fais avec vous, depuis très peu de temps. J'ai consacré peut-être plus de 20 ans à étudier, et dans toutes les circonstances, y compris quand il le fallait, dans le calme et le recueillement le plus profond. Et je crois pouvoir dire que le droit est une discipline technique. C'est une discipline qui peut paraître mystérieuse, et qui donne à ceux qui la maîtrisent peut-être pas le pouvoir, mais en tout cas beaucoup d'autorité. Bon. Et le fait que finalement relativement peu de monde ait accès à ce sanctuaire de la pensée, qui est un sanctuaire important, peut-être même plus important que les religions, parce qu'il s'agit du gouvernement des hommes, fait que beaucoup se livrent à de l'escroquerie intellectuelle, en fait. Voilà. Vous avez beaucoup de gens qui ont qui se sont mis dans la place. Je prenais tout à l'heure l'exemple du droit international. C'est tout à fait frappant. Ils se sont cachés, ils se drapent de notions du droit international classique, pour lui, par exemple, le droit de l'État, de mener des opérations de police. Ce droit, il s'en drape pour lui faire jouer, lui donner son effet totalement inverse. Regardez comment récemment on a parlé, par exemple, de légitime défense. Je sais que les gens qui ont parlé de légitime défense ne peuvent compter que sur une chose pour faire passer l'ignominie de leur justification, qui ne tient pas. Ils ne peuvent se fonder que sur la terreur et sur l'ignorance de ceux qui sont en face d'eux. Bon. Mais c'est un problème que je vous répète, pour mon malheur, je le connais assez bien. C'est-à-dire que c'est un travail qui commence dès l'université.
C'est-à-dire quand vous avez des étudiants, dès la première année des études de droit en France, hein, les gens sont endoctrinés. C'est-à-dire qu'on leur donne un minimum de technique, ce que vraiment ils devraient apprendre en premier lieu. Mais on s'emploie surtout à les noyer sous une idéologie. Mais laquelle? Celle dont la Syrie est victime aujourd'hui. C'est-à-dire cette idéologie qui passe notamment par le gouvernement mondial, par la fin de la souveraineté, par le droit d'ingérence, par le devoir de se révolter, vous comprenez, par la justification des blocus, des embargos. Vous savez que dans la charte des Nations Unies, hein, qui se proclame comme étant l'organisation qui est destinée à amener la paix sur Terre, vous avez la menace du blocus. Mais donc, qui va souffrir d'un blocus? Mais les populations civiles. Bien sûr. Alors, heureusement, dans ce système actuel mondial, il y a quelqu'un d'autre qui a étudié le droit, et c'est pas pour flatter un puissant de ce monde, mais en tant que juriste, je crois être en mesure de remarquer quand un homme politique est juriste. C'est Vladimir Poutine. Ah oui? Oui. Lui, je pense, et d'ailleurs il a eu un bon professeur de droit, hein, et les Slaves sont de bons juristes. Hein. Attention, les Américains aussi. Hein. Mais oui, très très bon. D'ailleurs, Obama est avocat. Bon, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle également. Il faut faire attention à ce genre de choses. Oui, mais il y a une différence entre... Oui, absolument, absolument. Et vous pourrez remarquer que Vladimir Poutine, tous ses efforts, que ce soit ses déclarations les plus générales ou les déclarations les plus techniques, notamment dans son soutien à la Syrie, vont dans le sens d'une forme de renaissance d'un ordre du monde qui soit logique, qui soit réaliste, qui soit cohérent. Un ordre du monde qui ne peut être, et depuis 5 ans il est clair que c'est ça qui se joue en Syrie, un ordre du monde qui évidemment ne peut que faire la place à une pluralité de puissances, des puissances mondiales, mais une pluralité de puissances mondiales. L'hérésie absurde, mais dont on a bourré le crâne de générations et de générations, entre autres de juristes. L'illusion absurde, c'est l'illusion d'un monde, soit qui n'aurait plus besoin de gouvernement, qui n'aurait plus besoin d'État, après une quelconque révolution communiste ou une merveille de révolution libérale, soit un monde qui serait organisé par un État central, qui aurait sa place, comme l'a dit un homme politique français, à Jérusalem, par exemple. Voilà. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Écoutez, je vous remercie de me donner l'occasion d'exprimer, hein, comme on en parle comme ça, ces problèmes dont il n'est pas question de parler au sein de l'université. Ah bon? Non, parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent entrer dans le cadre soi-disant scientifique. Oui, pourtant c'est très important. Il nous faut des conférences de ce genre pour s'instruire sur le droit. Mais les non-juristes ne doivent pas avoir peur. Vous savez, pour entrer dans le monde juridique, hein, dans l'univers intellectuel, parce que c'est quand même un petit peu un autre monde, hein, il faut dire. Bon. Il suffit d'un cas. Hein. Vous savez, c'est la pédagogie qu'on retrouve même dans les religions orientales, très orientales, dans le zen. Vous savez, dans le zen, vous pouvez toucher la doctrine grâce à une énigme. C'est-à-dire, le maître vous délivre une énigme, et par des années de méditation, un jour, vous atteignez à la découverte. On peut percer le... Vous percez. Bon. Voilà. Eh ben, écoutez, le droit fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que c'est en s'astreignant à étudier des problèmes juridiques, des questions juridiques, et c'est pas ce qui manque, y compris dans la vie de tous les jours. Des problèmes juridiques, vous en avez quotidiennement. On en a tous. Bon, et tout le monde en a. Bon. Mais c'est en s'astreignant à analyser et à résoudre des problèmes juridiques
qu'on entre cet univers, disons. Oui. Bon. Est-ce qu'on parvient à la justice? Alors, il faut se méfier de cette idée de justice, justement. Parce que on parvient... la justice, ce n'est pas une science technique. Le sentiment de la justice, nous l'avons tous gravé dans notre cœur. On n'a pas besoin, pour le coup, des juristes. Et c'est ça le problème. C'est que les juristes officiels, ou qui travaillent pour des États comme la France, plutôt que de faire un travail technique honnête, se mêlent de morale. Vous voyez, se mêlent de morale et de religion et de grandes idées, de grands mots comme la justice. On avait un juriste que j'ai beaucoup lu, c'est Michel Villet, qui est un juriste français, et son œuvre peut se résumer dans les propos que je viens de vous tenir. C'est-à-dire que le droit, c'est une technique savante qui passe par la casuistique, hein, et on l'a étouffé sous des idéologies enveloppées avec des idées comme la justice. Et le résultat, hein, c'est le chaos. Voilà. C'est grave. Oui. Vous croyez, juste pour terminer, vous croyez que la Syrie va obtenir gain de cause dans cette grande question, dans cette grande agression? Oui, je le souhaite, vraiment. J'ai l'impression que si la Syrie obtient gain de cause, nous entrerons dans une nouvelle ère. Carrément. Oui. Maintenant, si la Syrie n'obtient pas gain de cause, ce ne sera pas la triomphe du mondialisme, parce que le mondialisme ne peut pas triompher. C'est une impossibilité logique. Il y aura de nouveau des catastrophes jusqu'à ce qu'on parvienne, mais enfin à sortir de ce grave délire dans lequel le monde est entré, je vous répète, depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce grave délire a été un temps masqué, parce que nous avions sur la planète deux délirants. Il y avait les États-Unis et l'Union soviétique. Et le fait de cette dualité, mais qui était aussi fou l'un que l'autre, mais il y avait un équilibre. Hein, et on pouvait espérer que ça donnerait lieu à précisément un monde avec une pluralité de pôles qui s'équilibrent mutuellement et qui peuvent les uns par rapport aux autres, les uns dans leurs relations, dans leur interaction, générer quelque chose qui ressemble à du droit, à un droit international, notamment protecteur des civils. Bien. Mais au lieu de déboucher sur ce monde pluraliste, on a eu l'orgueil et l'arrogance des États-Unis d'Amérique qui se sont imaginés que l'horreur était venue, ils sont dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion la plus totale. Oui. Alors comment elle peut obtenir gain de cause? Comment la Syrie, comment elle peut gagner? Mais il suffirait déjà que des États comme la France cessent d'être les jouets. C'est plus que les jouets, ce sont les acteurs de cette agression. Et pour ça, peut-être faut-il que les populations françaises finissent par comprendre et par, je ne sais pas, par réagir, il faut faire quelque chose contre, enfin je ne sais pas, les médias français. Peut-être que au sein des... le monde médiatique français n'est pas tenu par beaucoup de gens, hein, et de moins en moins d'ailleurs. Vous savez, on est en plus dans une grave crise en France. Hein. Si on a encore quelques minutes, je peux vous donner... vous avez dans un pays qui va bien, dans un pays qui n'est pas l'objet d'une agression, quand vous avez une télévision ou un journal, bon, vous avez des anciens, vous avez des fondateurs, et puis vous avez des plus jeunes qui ont un métier, qui ont une indépendance, qui ont un bon salaire, vous avez des équipes. Bon. Mais dans un pays comme la France, qui subit une agression, et qui est dans une dérive du capitalisme sauvage à outrance, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. À la tête de l'entreprise, vous n'avez quasiment plus personne. Vous avez des capitaux, vous avez des gens qui placent de l'argent, et vous n'avez quasiment plus personne qui est payé. On fait travailler des jeunes qui sont au chômage,
ou qui sont stagiaires, qui vont travailler pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, et qui pour quémander un minimum vital pour manger, sont effectivement prêts à dire n'importe quoi. Souvent en plus, c'est mieux de prendre des jeunes comme ça, d'abord parce que vous ne les payez pas, et en plus, ils sortent tout droit de l'école. Et puis vous prenez les plus abrutis. Donc ils n'ont aucune expérience de la vie, voilà. C'est le phénomène actuellement. Hein, bon. Donc ça peut s'écrouler en fait assez vite. Hein. Donc on peut espérer que dans un pays comme la France, il y ait, ce serait la seule façon pour la France de sauver son honneur. Parce que le fait qu'un juriste français comme moi vienne pour vous parler, je ne crois pas que ce soit suffisant pour sauver l'honneur de l'Occident. Je ne crois pas que ça suffise. Il faut vraiment que l'Occident se réveille. Voilà. Et alors, la Syrie sera, je pense, la première, au contraire, à tendre la main à un pays comme la France. Car en réalité, je pense que nous avons plutôt besoin de l'aide, nous, de la Syrie. Je pense. La Syrie n'a pas du tout besoin de l'aide de la France. La Syrie a besoin que la France cesse son agression. Et aujourd'hui, encore à l'heure où je vous parle, cette agression continue, s'accélère, se précipite. Enfin, c'est une situation, et depuis 5 ans, c'est comme ça. C'est une situation qui est quasiment invivable. Je viens quasiment, moi, vous rendre visite en Syrie, je vais vous dire franchement, pour me remonter le moral et reprendre des forces. Ça c'est bien, ça c'est bien. Oui. Oui, alors vous êtes le bienvenu. Choukran. Choukran à vous aussi, maître docteur Damien Viguier, bienvenue en Syrie. Merci beaucoup pour votre support, votre aide, votre soutien à notre cause. Merci à vous. Merci beaucoup. Je remercie aussi les téléspectateurs. Au revoir.